Je suis rentré d'un voyage pour découvrir que mes économies avaient disparu et que ma sœur avait un nouvel appartement. On pensait que tu serais content, a dit mon père. Alors je me suis présenté avec un avocat le lendemain matin. Quand j'ai atterri aux États-Unis, j'ai ressenti comme la première respiration après être resté trop longtemps sous l'eau, pensais-je. J'avais travaillé à l'étranger pendant 10 mois ou 2 emplois, des semaines de 6 jours, à peine assez de sommeil essayant de construire un avenir, dollar après dollar. À chaque transfert que je faisais chez moi, je pensais à ce que cet argent représentait, sécurité, indépendance, la lente construction d'une vie que je pourrais enfin appeler mienne. Je continuais à rêver de ce que j'allais faire avec, peut-être une maison modeste dans un quartier calme, peut-être enfin m'inscrire à ce programme de conception mécanique que j'avais reporté pendant des années. J'avais tout planifié, chaque sacrifice avait un but. Alors, quand j'ai franchi la porte de mon vieil appartement, qui sentait encore la poussière et le cirage, j'aurais dû ressentir la paix. Au lieu de cela, je me suis senti mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas, avant même d'ouvrir mon ordinateur portable et de vérifier mon compte bancaire. Ce que j'ai vu m'a asséché la bouche, solde $3,72. J'ai cligné des yeux. J'ai actualisé. J'ai actualisé à nouveau. Le chiffre n'a pas changé. Des dizaines de milliers de dollars partis. Disparus. Au début, mon esprit a fait ce que ferait n'importe qui, une fraude, n'est-ce pas? J'étais à l'étranger, peut-être que quelqu'un a utilisé ma carte ou piraté l'application. J'ai commencé à passer des appels, tremblant si fort que j'ai laissé tomber le téléphone 2 fois. Le représentant du service d'assistance était gentil, mais confus, aucun accès non autorisé, aucun signal d'alarme. Cela n'avait aucun sens. J'ai continué à chercher, historique des transactions, transferts, retraits internes. Et puis je l'ai vu, chaque dollar était allé à une destination familière, un compte d'épargne conjoint que je n'avais pas touché depuis des années, un compte que j'avais ouvert avec mes parents à l'âge de 19 ans et où j'avais oublié où était encore techniquement actif. Non. Je suis resté là, les yeux fixés sur l'écran. Le silence autour de moi était assourdissant. Mon cœur ne battait plus, c'était une chose froide et creuse dans ma poitrine. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la maison. Maman a répondu, joyeuse. Même toi tu es de retour. Comment s'est passé le voyage, a-t-elle dit, comme si nous discutions du temps. Je n'ai pas joué le jeu. Je n'ai même pas dit bonjour. Où est mon argent? Il y a eu une pause, une longue pause. Puis elle a soupiré et a dit, chérie, on allait te le dire. C'est là que j'ai su qu'elle savait déjà de quoi je parlais. On allait te le dire, a-t-elle répété, comme si cela rendait les choses meilleures, comme si un avertissement aurait rendu cela moins une trahison. Je n'ai rien dit, je n'avais pas de mots, pas encore. Alors elle a continué. Ton père et moi en avons parlé pendant des semaines. On a pensé, ce n'est pas comme si tu utilisais l'argent en ce moment, et ta sœur avait vraiment besoin d'aide. Voilà, ma sœur. Bien sûr. Je pouvais déjà sentir le mal de tête se former derrière mes yeux, le lent battement de l'incrédulité se transformant en colère, mais j'ai gardé ma voix égale. À quoi avez-vous utilisé cet argent, ai-je demandé. Une autre pause. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, a-t-elle dit. Quelque chose de plus proche de la ville. C'est, eh bien, ce n'est pas bon marché, mais c'est dans un meilleur quartier, et elle a beaucoup vécu ces derniers temps. Elle a toujours beaucoup vécu, ai-je dit doucement. C'est ton excuse préférée pour elle, a dit maman rapidement. Elle recommence. Elle se reconstruit. Avec mon argent, ai-je interrompu. Maintenant, ma voix avait une pointe, ce genre de silence dangereux que même elle reconnaissait, car elle a hésité à nouveau. Ton père, a-t-elle dit. C'était son idée, en réalité. Il pensait que tu serais, eh bien, content qu'on puisse tous s'entraider. La famille est dans la famille. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai plus rien dit. J'ai juste laissé le silence répondre à ma place et j'ai terminé l'appel. Puis j'ai conduit. Je ne savais pas où j'allais au début. Peut-être qu'une partie de moi espérait que tout cela était un malentendu, que j'arriverais chez mes parents et qu'ils me diraient que c'était temporaire, que l'argent avait été transféré mais jamais touché, qu'il y avait eu une erreur et qu'ils étaient déjà en train de la réparer. Mais quand j'ai franchi la porte et vu la façon dont mon père m'a souri au calme, décontracté, presque fier, j'ai su qu'il n'y avait pas d'erreur. Il s'est levé, les bras ouverts comme si j'étais revenu de vacances. Et, fils, a-t-il dit. Bienvenue de retour.
Tu as l'air bien plus mince. Ça doit être toute cette nourriture étrangère, hein? Je n'ai pas rendu le sourire. Il m'a tapé sur l'épaule, ignorant complètement mon expression. Écoute, a-t-il dit, avant que tu ne te fâches, écoute-nous juste. On pensait que tu serais content. Ta sœur va très bien, elle s'épanouit vraiment. Elle avait besoin d'un coup de pouce, et honnêtement, à quoi sert l'argent sinon à aider les gens qu'on aime? Je l'ai regardé. Je ne vous ai pas donné cet argent. Son sourire affaibli. Tu as laissé l'accès ouvert, a-t-il dit. Vous vous êtes trompé, ai-je rétorqué. Vous l'avez volé. Maintenant, a-t-il froncé les sourcils. Ne sois pas dramatique. Tu vas tout récupérer. Tu es doué avec l'argent, tu l'as toujours été. Mais elle en avait besoin maintenant. Tu n'étais même pas là. J'étais sur le point de répondre quand j'ai entendu des talons claquer contre le parquet, et la voilà, Rachel, ma sœur, les cheveux attachés comme si elle allait au brunch, un café glacé à la main, sans aucun souci au monde. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a souri. Et, Globetrotter, a-t-elle dit, comme si rien ne s'était passé. De rien, au fait. Mon nouvel appartement est incroyable, tu devrais passer un de ces jours. Elle a fait un clin d'œil. Et c'est tout. C'est à ce moment-là que je n'ai pas crié, je n'ai rien lancé, je n'ai même pas répondu. Je me suis retourné, je suis sorti par la porte et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Et ce soir-là, j'ai engagé un avocat. Je me souviens d'être assis dans le bureau de l'avocat, regardant le bord de son bureau pendant qu'il faisait défiler les documents sur son écran. Il s'appelait Daniel Klein, un type calme, un costume élégant, des yeux encore plus affûtés. Je l'avais trouvé par l'intermédiaire d'un ami qui avait vécu quelque chose de similaire, il a dit qu'il ne faisait pas que gagner, il disséquait l'autre partie. Je lui ai tout raconté, chaque transaction, chaque point d'accès, je lui ai montré les journaux de compte, les retraits, l'accès partagé que mes parents avaient toujours parce que je n'avais jamais pensé à les supprimer ou cette vieille confiance d'enfance, que je n'avais pas réalisé qu'elle était encore là comme un fil lâche jusqu'à ce qu'elle fasse des étincelles et brûle tout. Quand j'ai fini, Daniel s'est penché en arrière et a hoché la tête. C'est du vol, a-t-il dit, aussi calme que jamais. Vous avez une documentation claire du compte financé uniquement par vous. Il n'avait aucun droit légal sur ces fonds. Et le fait qu'ils soient mes parents. Et elle est ma sœur, ai-je demandé. Il n'a pas cligné des yeux. Ça n'a pas d'importance. Vous ne leur avez pas donné la permission. Ce n'était pas un cadeau. Ils ont utilisé votre compte comme une tirelire et l'ont vidé sans votre consentement. Je crois que j'ai hoché la tête. Je crois que je l'ai remercié. Je ne m'en souviens honnêtement pas. Ce dont je me souviens, aussi clair que du cristal, c'est de rentrer à ma voiture avec un dossier à la main. À l'intérieur, plainte pour fraude, résumé de maltraitance financière, projet d'ordonnance du tribunal. Et ce sentiment que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était plus de la rage, cela avait brûlé la nuit précédente. C'était plus froid, quelque chose s'était fissuré en moi, et non pas de la manière bruyante et dramatique dont les gens parlent lorsqu'ils parlent de point de rupture. Non, c'était plus silencieux, stérile, un claquement creux qui a fait que tout semblait sans poids. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis rentré chez moi, j'ai repassé ma chemise, j'ai fait des copies des documents et j'ai réglé mon réveil à 6 heures le lendemain matin. J'ai frappé à la porte de mes parents à 7h15. Mon père a ouvert, portant un peignoir et tenant une tasse à café. Il a cligné des yeux, confus. Je lui ai remis l'enveloppe en papier brun. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Qu'est-ce que c'est? Avis juridique, ai-je dit. Vous voudrez lire attentivement les dernières pages. Elles incluent les demandes de recouvrement d'actifs. Je porte plainte. Son expression a changé ou le genre de transformation au ralenti que l'on ne voit que chez les personnes qui réalisent, pour la première fois, que vous ne jouez plus à leur jeu. Tu nous poursuis, a-t-il dit, comme si le mot l'avait offensé au niveau moléculaire. Oui, ai-je dit. Je tiens les voleurs responsables. Derrière lui, ma mère est apparue dans le couloir, à moitié vêtue, serrant son pull. Que se passe-t-il? Ma sœur est sortie de la cuisine ensuite, toujours satisfaite, toujours endormie. Son visage s'est figé lorsqu'elle a vu le dossier dans ses mains. Tu es sérieux, a-t-elle dit, sa voix plus aiguë maintenant. Tu vas vraiment faire ça? Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas entré. Je les ai juste regardés aux 3 personnes que je pensais connaître et j'ai dit, vous aurez des nouvelles de mon avocat. Puis je me suis retourné et je suis parti.
C'était la dernière fois que j'étais dans cette maison. Le premier appel est arrivé moins d'1 heure plus tard. Je l'ai ignoré. Le deuxième, je l'ai laissé sonner jusqu'au bout. Au troisième, j'ai complètement éteint mon téléphone. Je ne voulais pas entendre les excuses, les sentiments de culpabilité, ou pire, les supplications, car je savais ce qu'ils allaient dire. Je l'avais entendu toute ma vie, ce n'était qu'une erreur, nous sommes une famille, tu réagis toujours de façon excessive. Mais ce matin-là, quand j'ai remis ces documents à mon père et que j'ai vu ses mains trembler, ce n'était pas une réaction excessive, c'était eux qui réalisaient, pour la première fois, qu'ils avaient poussé quelqu'un trop loin. Daniel a agi rapidement. En 2 jours, les documents ont été déposés ou une plainte formelle pour fraude et abus financiers. Nous avons inclus une demande de gel des actifs, et à la fin de la semaine, une audience était prévue au tribunal civil, pas pénal, pour l'instant, mais cela leur ferait du mal là où cela comptait, leur compte bancaire, leur crédit, leur réputation. Le truc ? Daniel a découvert que le nouvel appartement de ma sœur, celui qui était équipé d'appareils électroménagers haut de gamme et d'une vue sur les toits, avait été co-signé à l'aide de documents falsifiés. Elle m'avait inscrit comme garant, elle ne m'a même pas demandé. Daniel a souri narquoisement lorsqu'il m'a montré le bail. Cela seul est un coup franc pour fraude d'identité, a-t-il dit. Mon pari était simple, l'inclure. Au moment où la date du procès est arrivée, mes parents étaient visiblement ébranlés. Je les ai vus de l'autre côté de la pièce, ma mère dans un cardigan surdimensionné, essayant d'avoir l'air soumise, mon père dans un costume froissé, les yeux se déplaçant comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le réveille d'un mauvais rêve. Rachel ne s'est pas présentée, son avocat oui. Je ne voulais pas voir son visage. Ils se sont rapidement entendus. Le tribunal a ordonné un remboursement partiel environ 70% du montant qu'ils avaient pris, plus des dommages et intérêts. Mon avocat a dit que c'était une victoire, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Il n'y a eu ni excuse, ni explication, juste des signatures et le silence. Après le procès, mon père a essayé de me suivre dans le parking. « Attends » a-t-il dit, me rattrapant. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Je me suis lentement retourné, je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. « Tu as raison » ai-je dit. J'ai choisi de le faire. Et j'ai continué à marcher. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Je n'ai pas fait mes valises et je n'ai pas disparu du jour au lendemain, comme dans les films. C'était plus lent que ça, plus silencieux. Cela a commencé par les petites choses, un nouveau forfait téléphonique, une boîte postale dans un autre état. J'ai redirigé tout mon courrier, j'ai fermé mes comptes, j'en ai ouvert de nouveau dans une caisse populaire à 3 villes de là-haut des comptes auxquels moi seul avais accès cette fois-ci. Le paiement de la transaction est arrivé sur mon compte 2 semaines après la date du procès. La majeure partie a été transférée par virement bancaire, le reste arriverait au compte-gouttes dans le cadre du plan de remboursement, à condition qu'il ne fasse pas défaut. Mais je ne me souciais plus de l'argent. Je me souciais de partir. J'ai vendu tout ce qui n'avait pas d'importance, j'ai fait don de la moitié de mes vêtements, je me suis débarrassé de la voiture avec laquelle j'avais grandi, j'ai acheté une petite voiture d'occasion à un type qui ne posait pas de questions. Je n'ai rien dit à personne, pas même aux quelques amis avec qui je parle encore. La nuit avant mon départ, je me suis tenu dans mon appartement vide, les lumières éteintes et la fenêtre ouverte. L'air était calme, le genre de silence que l'on ne remarque que lorsqu'on est sur le point de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'étais pas triste, mais parce qu'il ne restait plus rien à pleurer. Le lendemain matin, j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis sorti au pas de mots, pas d'au revoir, juste parti. J'ai conduit jusqu'à ce que les routes cessent de me paraître familières, puis j'ai continué à conduire. Quelque part dans le sud-ouest, je suis entré dans une ville que je ne reconnaissais pas, j'ai acheté une chambre pour 1 semaine et j'ai loué un petit appartement d'une chambre au-dessus d'une librairie. Personne ne me connaissait, personne n'a demandé pourquoi j'étais là. Je leur ai dit que mon nom était Caleb. Ce n'était pas le cas, mais ça ferait l'affaire. Cela fait 3 ans. Les premières semaines ont été comme une expiration après avoir retenu ma respiration pendant des années. Personne n'a appelé, personne n'a frappé à ma porte. Je ne me suis pas réveillé en me demandant si mon téléphone allait vibrer avec un autre message imbibé de culpabilité. Le silence n'était pas vide, il était rempli de soulagement. J'ai trouvé un emploi discret, du travail au comptant, rien de tape à accent grave-l'œil où j'ai aidé à réparer l'arrière-boutique de la librairie en bas, j'ai fini par gérer l'inventaire. C'était un travail tranquille, régulier. Personne ne se souciait de qui j'étais avant.
J'ai acheté un téléphone portable bon marché, pas d'application, pas de GPS, juste des numéros que j'ai choisi d'ajouter aux deux au total. De temps en temps, j'étais curieux. J'ouvrais l'ordinateur portable que je gardais sous les lames de parquet et je cherchais leur nom, mes parents, Rachel. Ils étaient toujours là où je les avais laissés, ou toujours en train de lutter contre les échéances de remboursement, toujours coincés. Mais ils ne m'ont jamais trouvé, et ils ne le feraient jamais. Le plus difficile n'était pas la perte de l'argent, ce n'était pas non plus la trahison, pas de la manière dont les gens pensent, cette douleur aiguë à laquelle on s'attend, comme si on vous poignardait dans le dos. Ce genre de douleur s'estompe. Non, ce qui persistait était plus silencieux, comme se promener dans une maison où vous avez vécu et réaliser que vous ne reconnaissez plus les murs. Parfois, sans prévenir, un souvenir me frappait, mon père m'apprenant à faire du vélo sur le trottoir devant notre vieille maison, ses mains stables sur mon dos, courant à côté de moi, ma mère faisant du pain aux bananes le dimanche matin, fredonnant entre ses dents, Rachel et moi jouant dans le jardin quand nous étions enfants, elle riant, me prenant la main alors que nous essayions d'attraper des lucioles. Rien de tout cela ne me semblait plus réel. La chaleur de ces souvenirs était devenue froide, comme si quelqu'un avait trafiqué la bande, l'avait écrasée de bruit. Et lorsque j'essayais de les revoir, tout ce que j'entendais, c'était « on pensait que tu serais content ». Cette phrase me hantait plus que toute autre chose. Ce n'était pas seulement l'audace, c'était l'attente qui se cachait en dessous, comme si je devais me sentir reconnaissant qu'il m'ait pris quelque chose pour quelqu'un d'autre, comme si mon travail acharné, mon sacrifice, mon avenir ne m'appartenait pas, c'était à eux de le distribuer. J'ai commencé à tout écrire non pas pour publier, ni pour trouver une conclusion, juste pour le sortir de ma tête. J'ai rempli page après page des moments qui ont conduit à la rupture, la nuit où j'ai découvert que le compte était vide, la façon dont ma sœur a souri comme si elle avait gagné, l'expression du visage de mon père lorsqu'il a réalisé que je ne bluffa pas. Mais je ne l'ai pas écrit comme une victime, je l'ai écrit comme un inventaire, un enregistrement, un témoignage silencieux pour l'homme que j'essayais de devenir. Parce que dans le silence, dans la distance que j'avais mise entre nous, quelque chose avait commencé à grandir, pas de l'amertume, pas de la vengeance, quelque chose d'autre, le contrôle. Pour la première fois de ma vie, j'étais maître de l'histoire. On dit que lorsque vous disparaissez, vous perdez des choses, des liens, votre identité, la familiarité. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Mais personne ne parle de ce que vous gagnez, la liberté, pour commencer celle qui se trouve tranquillement dans votre poitrine, pas forte ni triomphante, mais stable, fiable, celle qui ne vient pas de rejeter les gens, mais de réaliser qu'ils ne vous ont jamais vu pour commencer. Dans cette nouvelle vie, je n'avais pas à m'expliquer. J'étais juste Caleb, le type qui travaillait à la librairie, qui réparait la machine à café lorsqu'elle tombait en panne, qui se souvenait des noms des habitués. Personne ne demandait d'où je venais, personne ne demandait pourquoi je ne parlais pas de ma famille. Les gens comblaient les blancs avec des suppositions polies, et je les laissais faire. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire en bas de la rue, à réparer des vélos pour les enfants, à en apprendre à quelques-uns à utiliser une clé anglaise, à vérifier s'il y avait une chaîne desserrée ou des choses que je faisais avec mon père, mais cette fois-ci, c'était différent, comme si je réécrivais ce que ces souvenirs signifiaient. J'ai ouvert un compte d'épargne sous mon nouveau nom, aucun accès conjoint, aucune piste papier ne menant vers le passé. Je le vérifiais de façon compulsive au début, terrifié qu'il disparaisse à nouveau, mais il ne l'a pas fait, il est resté calme, intact. Certaines nuits, j'allais au bord de la ville et je m'asseyais, je regardais les lumières de la ville clignoter au loin, je pensais à la facilité avec laquelle des gens comme mon père et ma sœur continuaient après avoir détruit quelqu'un d'autre, à la façon dont ils s'attendaient toujours à ce que le monde se reconstruise autour d'eux. Mais pas cette fois-ci. Ils n'avaient pas eu de mes nouvelles depuis la date du procès, pas de texto, pas d'appel, pas de rencontres accidentelles. À leur connaissance, j'avais quitté le pays. Et d'une certaine manière, je l'avais fait pas géographiquement, spirituellement. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. Un jour, j'ai croisé une femme dans la rue qui ressemblait exactement à ma sœur, même démarche, même cheveux, même voix un peu trop forte. Ma poitrine s'est serrée pendant une demi-seconde, mais lorsque j'ai regardé de plus près, ce n'était pas elle, juste une inconnue, et je n'ai rien ressenti, ni panique, ni haine, juste de la distance. C'était le genre de paix que je ne savais pas que j'avais recherché, pas de vengeance, pas même de justice, juste le silence. C'était une soirée froide lorsqu'il est arrivé au début décembre, le genre de nuit où le vent glisse sous votre manteau et vous rappelle que vous êtes toujours fait de peau et d'os, peu importe l'épaisseur de vos murs. Je fermais la librairie, retournant le panneau sur fermé, lorsque le téléphone a sonné, au pas mon téléphone personnel,
la ligne fixe du magasin. Il ne sonnait presque jamais après la tombée de la nuit. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Le silence au début, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus d'1 an. C'est papa. Je n'ai rien dit. J'ai dû essayer, a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est encore votre numéro. Ce n'était pas le cas, pas vraiment. Le magasin n'était pas à mon nom, le numéro n'était pas répertorié, ce qui signifiait qu'il avait cherché longtemps. Comment avez-vous trouvé ça? Ai-je demandé, gardant ma voix plate. Un contact, quelqu'un s'est souvenu de vous d'avant. Il s'est raclé la gorge. Caleb, n'est-ce pas? C'est ce que vous utilisez maintenant. Je ne l'ai ni confirmé ni infirmé, j'ai juste laissé le silence s'allonger. Je n'ai pas appelé pour me disputer, a-t-il dit rapidement. Je sais qu'on a fait des erreurs. Je sais que ce qu'on a fait était impardonnable. Je voulais juste que tu saches que ta mère ne va pas bien. Pas depuis que tout s'est passé. Il a attendu que je demande comment elle allait. Je ne l'ai pas fait. J'ai dû vendre la maison, a-t-il poursuivi, la voix plus douce maintenant. Rachel est revenue pendant un moment, les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévu non plus. Son appartement, saisi. Il s'avère que vivre aux dépens de quelqu'un d'autre ne fonctionne que lorsque cette personne paie toujours. J'ai failli rire non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible, comme la gravité, comme la pluie, comme le soleil se levant sur des gens qui n'ont jamais rien appris. Il a continué à parler de ses regrets, des bons moments que nous avions vécus. Il a même essayé d'évoquer ce voyage de pêche lorsque j'avais 12 ans, a dit que nous étions proches autrefois. Proches? Il m'a volé. Il m'a regardé tomber et a donné mon avenir à quelqu'un d'autre non pas parce qu'il n'avait pas le choix, mais parce qu'il pensait qu'elle le méritait plus. Et maintenant il voulait quoi? La rédemption? Une conclusion? Je l'ai laissé finir. Lorsque le silence est venu, j'ai enfin parlé. Tu sais ce qui blesse le plus, ai-je dit. Ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la trahison. C'est que tu es resté là, tu m'as regardé dans les yeux, et tu m'as dit que je devais être content. Il n'a pas répondu. Tu n'auras plus jamais de mes nouvelles, ai-je ajouté. Pas parce que je te hais, mais parce que je n'ai pas besoin de toi. Et c'est ce que tu n'as jamais supporté. Puis j'ai raccroché. Ai-je pleuré? Non. Me suis-je senti plus léger? Pas vraiment. Ce que j'ai ressenti était différent, comme fermer une porte dans une maison que j'avais déjà quittée, comme éteindre la lumière dans une pièce dans laquelle je ne marcherai plus jamais. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Parfois, je me demande s'il parle encore de moi, si mon nom est mentionné à table à voix basse, comme si j'étais un fantôme, un récit d'avertissement, le fils qui a disparu. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, car la vérité est que je n'ai pas disparu, je me suis échappé. J'ai construit quelque chose qu'ils ne toucheront jamais, ou une vie où je ne sursaute plus lorsque le téléphone sonne.